Allez, bonsoir à tous, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Salut à Sakura, comment tu vas? Salut au colonel Harry. Alors ce soir, live spécial les gars, alors on va parler de ces jeux qu'on a pu acheter depuis un an. Pour notre part sur la console de notre cœur favorite, je ne sais pas. À savoir que on a tous des consoles différentes dans notre collection. Il y a des gens qui vont préférer un tel ou un tel au niveau soit également des particuliers, des boutiques, des conventions, des achats. Et vous allez voir que je pense que dans le sondage, ça, c'est clairement en fait un plébiscite pour des achats, comment dire, modérés de votre côté. Si on peut dire, je pense que les gens sont devenus assez sérieux avec le temps. Peut-être il manque de fonds, peut-être que c'est des gens qui ont peut-être d'autres priorités maintenant. On voit que la manière de collectionner est sensiblement différente par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et on va voir que à travers, même vous, dans le chat, vous pouvez laisser des anecdotes d'achat récentes ou moins récentes au niveau de votre collection. Ça pourrait être intéressant de savoir comment vous collectionnez. Alors regardez ce sondage. Après, je vais vous montrer là en vidéo, moi, une partie de mes petits achats. Alors, je vais pas après essayer de faire le mec qui achète pas beaucoup ou énormément ou voilà, c'est un juste milieu. Je vais pas gonfler les chiffres au niveau de mes achats personnels. Salut à Maldred et Senyuki. Je vais pas essayer de gonfler les chiffres sur mes achats personnels. Je vais simplement à peu près vous montrer ce qu'il en est de mon côté, avec quelques achats, comment dire, étalés durant l'année, depuis un an. Alors pour ma part, si je devais regarder l'état du sondage avec 126 votes, c'est toujours bien d'arrêter les votes autour de 100. C'est déjà un panel assez énorme, c'est bien, c'est appréciable. Il y a seulement 17% des gens sur un an depuis l'été 2023 qui ont acheté plus de 100 jeux. Alors ça, en général, parfois, ça correspond à des achats par rapport au rachat d'une collection ou au début d'une nouvelle console qu'on se procure. Et vous voyez toute la différence entre les gens justement qui sont en fin de collection, qui prennent 20 jeux, 30 jeux, 40 jeux maximum sur un an, ce qui est déjà pas mal au final. Sachant que c'est pas forcément des priorités à la base. Et vous voyez que ici, voilà, on a tout de même une partie des gens qui estiment leurs achats à moins de 50 jeux sur un an. Salut Anton Laléry. Alors Sakura, t'avais trouvé le live très intéressant sur Resident Evil avec Damien. J'avais essayé d'apporter une expertise par rapport aux jeux rétro et c'était surtout histoire de compléter et d'accompagner en fait la personne qui était présente, qui faisait l'actualité, qui représentait un peu la modernité de la licence Resident Evil, où au final, si vous écoutez le live, quand on discute, on se rend compte qu'au final, les infos qu'on regroupe amènent sur un point, c'est que tout simplement, écoutez, je vous laisse regarder le live. C'est pas le meilleur teasing du monde pour faire de la pub un peu à la chaîne secondaire de la séance de minuit, qui fait des très bons lives. Moi ça me passionne, le cinéma fantastique d'horreur. Les histoires vraies, les histoires, comment dire, inspirées du réel, etc. C'est vachement intéressant quand on étudie les racines des films qu'on a eu au cinéma dans les années 80-90 ou les adaptations de Stephen King, etc. Alors, pour une fois, Anton Léry, tu vas pouvoir regarder un live en direct. Celui-là, il va être sympa parce que on va parler justement des achats des collectionneurs et la façon un peu de voir les choses. On va faire un parallèle, par exemple, avec
le manque de budget des gens, le manque de visibilité également des boutiques physiques, et puis les prix qui sont montés en convention, tout ça. Donc ça, je pense que tout ça a un lien au final, hein, que les gens aient moins à acheter. Donc le sondage était: à combien estimez-vous le nombre de jeux achetés depuis juillet 2023 dans votre collection, hein, sachant que juillet 2023 c'est quand même un an facile, hein, sur une période où on a eu un hiver avec un Noël. C'est toujours intéressant, plutôt que de faire un sondage de février à novembre où il n'y a pas la période où justement les gens dépensent pas mal, parfois ils se font plaisir. Là, on a une période où les gens font des petits voyages sur Paris pendant les vacances des fêtes. Et puis, vous avez également l'été. Alors, moi, je vous ai donné un conseil, les gars. Suivez-le bien, les gars. Jack Metro, comment tu vas? Salut mon frérot, salut mon poteau, salut mon frérot. N'oubliez pas de t'abonner, c'est 5 € le live, hein. Minimum, hein. Abonné premium, ça va casquer ici, attention. Non, restons sérieux. Alors, ce que je disais, c'est que je vous ai donné un conseil, les gars, au mois de... au mois de juin, début juin, je vous ai dit, attention, allez acheter vos jeux pendant l'été. Parce qu'au mois de septembre, ce qui va se passer, c'est que ça va être très très compliqué pour vous, les gars, de suivre au niveau des tarifs. Si vous voyez des jeux Game Boy Advance, si vous voyez des jeux N64, Super NES, Mega Drive, 3DO, Vidéopack, Amstrad, qui vous plaisent, prenez-les. Parce que pendant l'été, ce qui se passe, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent à Paris, il y a beaucoup d'étrangers qui font du tourisme, qui se déplacent également à droite à gauche. En plus de ça, les boutiques essayent de faire des brocantes en province pour refaire du stock dans leurs magasins pour le mois de septembre. Donc là, ils sont en fin de course, hein. Les boutiques, si vous regardez, ils sont un peu en fin de course au niveau des stocks. Là, je parlais récemment, la semaine dernière, avec une personne proche qui me disait que il rentre petit à petit en fait des jeux parce que il a du mal à investir dans des nouvelles rentrées, parce que tout ça, ça coûte de plus en plus cher, même pour les vendeurs aujourd'hui. Et les fournisseurs ne font plus forcément de cadeaux, connaissant la valeur des choses aujourd'hui. Et tout ça se ressent, hein. Tout ça se ressent à travers les votes. Et je disais, attention, au mois de septembre, les gars, il va y avoir une réévaluation. Premièrement, des inventaires des boutiques. Ils vont réévaluer également les jeux qu'ils ont en vitrine pour les fêtes de Noël. Et je peux vous dire que là, attention, un jeu que vous voyez à 50 € au mois de juin, attendez-vous à ce qu'il soit à 70 au mois d'octobre. Je vous le dis, hein, attention. Hein. Exactement, Jack Retro. Donc profitez-en, voilà, c'est conseils à suivre. Faites-en ce que vous voulez après, hein. Mais si vous dites non, je vais attendre un peu, etc., on verra. Bref, donc là, par exemple, 47% des votants estiment avoir acheté moins de 20 jeux sur un an. Sachant que dans ma communauté, parce que au final c'est ma communauté, hein, c'est les gens qui sont abonnés, c'est les gens qui passent par ma chaîne, qui ont voté, c'est pas les gens d'autres communautés qui regardent de la cuisine ou qui regardent des gros youtubeurs à 50 000 qui ont voté. Je pense pas ils aient atterri sur ma chaîne, voilà. Hein, je pense que c'est vraiment les gens qui sont habitués à ce type de sondage qui ont voté. Et puis voilà, moins de 20, donc je pense qu'autour de ma collection, on a quand même des gens qui sont assez collectionneurs affirmés, qui sont dans la même tranche d'âge que la mienne, à savoir par exemple mon collègue de la chaîne de la dose, qui est de pratiquement la même année que moi. Et ce que je veux dire en fait, c'est que nous on a plus aucune priorité dans nos achats. On est en freestyle, c'est-à-dire que on a déjà acheté ce qu'on voulait. On n'a plus besoin de fouiner. Nous on se balade, hein. La dernière fois, je suis allé me balader et rejoindre des potes, manger au resto, et puis rencontrer deux trois youtubeurs avec qui on discutait déjà sur YouTube.
euh, dont Edge, voilà, et on a fait ça tranquillement. Ce que je veux dire par là, c'est que on est en freestyle, nous on a besoin de rien, on se balade, on voit un truc qui nous plaît, on le prend. Voilà, ça s'arrête là. On n'a pas de liste, etc. Je crois que la dernière liste de 5-6 jeux que j'ai pu me faire, pour pas les oublier, parce que je les avais vus la semaine d'avant, c'est quand j'étais allé avec Big Wallace et Matt Mon Rétro sur Paris. Et je me suis dit, je repars en métro, mais il faut pas que j'oublie de prendre ça, parce que moi qui parle avec tout le monde là-bas, à un moment je vais rentrer et je vais dire putain j'ai oublié ce jeu là, j'étais venu l'acheter. Bon bah écoute, voilà. Alors Anton Leléry, tu fais un peu de HS, mais pour ceux sur le forum, il y a une grosse vente de consoles et jeux NEC PC Engine de très bon prix. D'accord, sur Gameopat. Alors moi je cherche pas de jeux NEC PC Engine, je suis très comment dire, j'adore la PC Engine, j'adore également l'environnement et tout, mais en fait moi j'ai déjà ce qu'il me faut. Tu vois, j'ai déjà. C'est-à-dire qu'en UCARD, moi je vais pas acheter de Cordio. Je vais pas acheter ce lecteur CD parce que c'est beaucoup trop cher pour le peu de jeux qu'il y a abordable. Les jeux sont beaucoup trop chers sur CD-ROM PC Engine. Donc je l'achèterai jamais en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que on va se retrouver avec au final des acheteurs voilà, qui vont se retrouver face à leur porte-monnaie au mois de septembre. Est-ce que voilà, vous faites partie de ces gens qui ont freiné déjà les achats sur un an? Voilà. Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là qui n'ont pas eu envie d'acheter plus ou sont devenus raisonnables hein, aussi, hein. Il y a ça qu'il faut voir. Hein. Alors, 30% c'est la norme. Je pense que c'est la norme. 30% des votants ont acheté moins de 50 jeux sur un an. Et ça, je pense que c'est tout à fait la logique dans les collectionneurs en activité. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que vous êtes un collectionneur en activité ou vous êtes un collectionneur décédé? Non, je plaisante, mais ce que je veux dire, est-ce que vous êtes un collectionneur qui a déjà tout ce qu'il veut chez lui, et puis au final, tu regardes ton étagère, tu te dis, bon, on va arrêter les conneries là. C'est pas le manque de place, c'est qu'au final, je me suis perdu. J'ai acheté des jeux dont je voulais pas l'existence déjà il y a 10 ans, et finalement, parce que j'avais de l'argent, je les ai pris. Donc voilà, là, les collectionneurs en activité qui achètent des jeux et qui sont dans une collection récente, on va dire, moins de 50 jeux par an, ça les représente. Je pense que c'est exactement la norme. C'est-à-dire que il faut voir un truc, c'est que si vous achetez un nouveau système, vous achetez par exemple, allez, vous achetez une Game Boy, une Mega Drive ou une Super NES, vous aimez bien le Mi-Loose ou, ou la boîte. Voilà, vous aimez un peu des deux, voilà. Vous aimez carrément le loose. Vous allez acheter 10-15 jeux d'un coup, qui vont vous coûter peut-être 5 ou 10 euros. Des petits jeux, hein. Ça fait déjà 10-15 jeux. Et imaginons, on est au mois d'août. Voilà, vous faites des brocantes, tout ça. Arrive le mois d'octobre, novembre, vous prenez encore 15-20 jeux jusqu'à décembre, parce que vous faites d'autres brocantes, vous prenez 5 jeux par-ci par-là, vous achetez sur Vinted, vous achetez même dans des boutiques 1 ou 2 jeux. Vous êtes déjà à 35-40 jeux sur 5-6 mois. Ça va très très vite hein, quand vous commencez un nouveau système. Maintenant, si vous avez une collection Neo Geo, alors là, attention, si vous avez une collection Neo Geo, les gars, c'est une autre histoire. Je pense que vous faites partie de ces 47% qui ont acheté moins de 20 jeux. Parce que déjà, si vous achetez plus de 5 jeux Neo Geo à l'heure actuelle dans votre collection, c'est que déjà vous avez une collection que vous avez commencé depuis un moment. Mais en plus de ça, les jeux Neo Geo, c'est pas 50 euros. Hein, on est d'accord, hein, c'est au moins 200, voire 300, 500, 600 et largement plus par la suite. Pour les gens qui veulent de la boîte et des jeux hors Fatal Fury, hors Samurai Spirit, etc. Vous les connaissez, les jeux à 60 euros, 70 euros, on n'a pas besoin de les rappeler. Il y a un public de connaisseurs, hein, je sais, sur ma chaîne au niveau des jeux.
Et ce que je veux dire par là, bah, regardez l'étendue du sondage, c'est quand même assez parlant, je pense, par rapport à la suite. C'est-à-dire que sur la suite, bah, on a des gens qui font partie des 6% qui ont acheté plus de 80 jeux. Enfin, moins de 80 jeux, voilà, jusqu'à 80 jeux, pardon. Et ensuite, je considère que plus de 100, voilà, c'est une marge qui est, voilà, c'est vraiment pour les gens qui aussi font des brocantes, font des reventes, ce sont des revendeurs, voilà, affirmés. Ça, c'est vraiment, vraiment une autre paire de manches hein, au niveau de la collection. Ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'on avait auparavant, voilà. Bon, cela dit, pour ma part, si vous voulez tout savoir, hein, pour ma part, je fais partie cette année des collectionneurs qui ont acheté, je pense, en estimation, hein, plus ou moins 50 jeux. Plus ou moins. Plus ou moins 50, ce qui est déjà beaucoup. Hein, on est d'accord. Hein. Mais attention, voilà, je vous l'avais raconté, il y a une vidéo qui va arriver prochainement. J'ai acheté récemment. Salut Frank Kaufman, salut Lloyd Bank, salut Landers, ouais, comment va? J'ai commencé deux systèmes cette année. C'est-à-dire qu'il y a une console qui coûte très peu cher et que j'ai acheté bah, il y a pas plus de, je pense, il y a pas plus de 2 mois. J'ai acheté une vidéo pack et j'ai déjà je dois avoir entre 15 et 20 jeux déjà. Et on était au mois de, je crois que c'était le mois de février. Bah, j'ai acheté une 3DO au Japon, comme je vous ai raconté, avec pas mal de jeux. Alors moi je pense que je suis entre 50 et 80 plutôt. Je suis entre 50 et 80. Alors c'est une année particulière cette année parce que le fait que tu achètes justement une 3DO avec des jeux à 10 ou 15 euros au Japon, voire 5 euros parfois même, hein, parce que j'ai quand même acheté pas mal de jeux, comme si vous avez suivi mes émissions, pour rien du tout au Japon. Je vous montrerai en vidéo une partie des achats que j'ai pu faire, hein, je vous en parlerai. Et ensuite la vidéo pack, donc on est déjà pratiquement à 45-50 jeux, voilà, sur deux consoles sur les 6 derniers mois. Donc évidemment c'est une année particulière parce que c'était pas forcément des achats prévus. C'est que le fait que, en effet, bah, comme je vous l'ai raconté, bah, à un moment donné, tu as terminé tout ce que tu voulais faire, tu te balades un peu sur eBay ou dans les boutiques, tu vois un truc que t'as pas connu, que tu as envie de connaître. Et bah, la 3DO, pour moi, c'est une énorme surprise. Je suis extrêmement satisfait, extrêmement content avec cette console. La vidéo pack, je savais à quoi m'en tenir. Hein. C'est une Atari 2600 plus. C'est exactement ça. Alors toi, Frank Kaufman, c'est un ou deux jeux par mois en moyenne. Bah c'est pas mal, c'est un bon rythme aussi. Donc ça te ferait quoi là? Ah ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, hein. T'es un peu comme moi en fait. Hein. T'es un peu comme moi, voire... Parce que regarde, sur 12 mois, tu fais simplement 2 fois 12. Ou si tu veux, si t'as envie de faire 2 fois 10 pour faire une moyenne plus ou moins raisonnable. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais tu dépasses les 20. T'es plus proche. Après, ça dépend ton rythme. Hein, ça dépend ton rythme. Hein, voilà. Mais t'as dépassé les 20. T'es plus proche de 30 ou de 50 sur des années où tu peux te faire des brocantes ou avec des jeux à 5 euros. Et ça, c'est vachement intéressant de voir votre consommation différente. Parce que ça, c'est pas un sujet qui a été abordé. Ça, j'ai un peu essayé de regarder à droite à gauche et tout. Mais je sais qu'après, on en parlera avec des invités dans des prochains lives ensuite, hein, par rapport au live que je fais aujourd'hui, pour voir un peu comment les gens réagissent, tout ça, au niveau des commentaires. Mais 6%, moins de 80 jeux, c'est... Je dis pas qu'attention, c'est un rythme, en fait... c'est contradictoire hein, par rapport à certaines années que j'ai pu faire. C'est-à-dire que moi, je pense que le rythme que j'ai eu les années d'avant, c'était largement en dessous des 80.
mais dans des années où vous achetez des jeux à 5 ou 10 euros, ça peut monter très très vite le nombre de jeux que vous achetez. Et alors là, moi je suis retombé récemment sur une vidéo où on parlait mal de la PS2. On sait très bien que si vous achetez des jeux PS2, ça coûte 5 euros, voire 3 euros parfois. Des jeux PS3, il y en a à 2 ou 3 euros. Moi j'ai acheté en boutique il n'y a pas si longtemps Lost, Black Site, dans une boutique de rétro gaming, 3 euros un jeu. 3 euros un jeu. Vous allez sur République, vous prenez 2 jeux Xbox, vous en avez un gratuit. Vous voyez à quel point ça peut monter extrêmement vite le ratio. Donc au final, regardez la vidéo pack et puis la 3DO, c'est pas parlant par rapport également à des gens qui ont des achats sur un jeu par-ci par-là. Et tout dépend ce que vous achetez, hein, c'est toujours pareil. Là, c'est vraiment la quantité de jeux que vous êtes prêt à acheter en fait par an en moyenne, etc. Ça reflète pas votre porte-monnaie, hein, parce que vous pouvez avoir des acheteurs qui ont acheté moins de 50 jeux et qui ont dépensé peut-être, allez, je vous fais le bas extrême, qui ont dépensé 50 euros, 1 euro le jeu, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, vous prenez le haut extrême, où tu as des gens qui ont acheté 50 jeux d'une collection de jeux en état mint, et attention, là, vous allez déjà dans des plafonds qui peuvent atteindre 1000 euros, par exemple, pour 50 jeux, voire largement plus. Donc, en restant modéré, hein, bien sûr, hein, voilà, tout dépend quel système vous faites, etc. Hein. Si vous prenez des jeux si vous avez acheté 50 jeux Master System l'année passée, ça peut vous avoir coûté au moins 15 euros par jeu déjà également. Donc c'est une somme, en effet, qui est pas négligeable du tout. Voilà. Alors Sakura, tu dis 2 vinyles par mois, parfois juste un seul, BO de jeux vidéo aux films d'horreur, les prix sont complètement fous, parfois 100 euros pièce. Alors moi j'étais étonné d'un truc, c'est que dans ma collection en fait de vinyles, moi j'aime bien parfois les BO ou les artistes pop des années 80. J'ai repris, vous savez, la BO de Alien, le 8ème passager, en vinyle, ça m'a coûté rien du tout. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, ça intéresse pas les gens, ce genre de truc. Et pourtant, ça devrait être un produit de collection geek. Voilà. Et pareil, j'ai racheté en fait, vous savez, des vinyles comme celui du Retour du Jedi en double page qui s'ouvrait avec le croiseur de l'Empire en double page à l'intérieur. Ben, en fait, si vous voulez, il y a un petit poster aussi dépliant, bah, ça intéresse pas grand monde, j'étais assez étonné, j'ai pas payé cher. Moi, j'ai pas acheté des vinyles plus de 15 euros en fait. Après, attention, voilà, je fais pas de collection, hein. C'est vraiment, moi, je prends par rapport également à des rééditions, hein. Les vinyles dont je vous parle, c'est ceux qui sont sortis à l'époque, hein. C'est ceux des années 80, hein. Voilà. Ouais, ouais, les jeux d'arcade, ouais, en fond là, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal, hein. Il y a des beaux petits trucs vraiment intéressants. Salut Zone 51, ouais. Comment tu vas? Et d'ailleurs, prochainement, là, je vous ai fait une vidéo en 2 parties. Alors, peut-être je ferai une 3e partie également pour vous présenter les jeux que j'ai eus sur fin 93, 94 sur la Super Nintendo avec ma première Super NES. Voilà, que j'ai eu. Je vous raconte des anecdotes d'achat entre potes. Je vous raconte des anecdotes également, comment j'ai pu l'avoir, etc. J'ai essayé de me rappeler des dates précises, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. J'ai dû faire un petit montage à certains moments également pour revenir sur ce que j'avais dit parce que je me suis rendu compte que la frise chronologique, ça coïncidait pas. Après, il y a toujours du flou, hein. 93, moi à cette époque-là, juin 93, j'ai 16 ans. Ça vous donne un ordre d'idée en fait par rapport à mes souvenirs. Hein, c'est plus de 30 ans en arrière, donc c'est pas facile de se souvenir. C'est pas facile, mais j'ai fait une chronologie assez respectable
par rapport aux jeux qu'on a vus en boutique, en magasin, entre potes, au lycée, voilà, quand tu arrives en seconde, en première et en terminale, moi c'est à peu près là que j'ai connu la Super Nintendo, hein. Voilà, j'étais pas au collège, hein, je vous rassure. Voilà. Salut Matt, comment tu vas? Ah, j'ai parlé un peu avec Vincent hier. Je parlais un peu là, Normalement, il a reçu son colis aujourd'hui pour son magasin, pour sa seconde livraison de jeux PS1. Voilà. On pense au pouce pour l'ami. Vas-y, vas-y. Bah écoute, hein. Ouais, j'en suis. Salut Sébastien, comment tu vas? Bah Sébastien, prochainement, écoute, je compte faire une émission pour le classement des années 90 avec les boutiques favorites des acheteurs sur Paris. J'ai un autre sujet également, hein, que je garde au chaud, je vais proposer ça à des gens. Je mettrai un sondage et je proposerai à des gens de venir discuter autour de ça. C'est un thème qui n'a pas été abordé également. C'est pas mal, c'est intéressant. Ouais. Ouais, 93, grosse année, ouais, ouais, tu m'étonnes, hein. C'est une année, c'est exceptionnel, hein. Mortal Kombat 2, avec également, je crois que t'as même Virtua Racing qui arrive à un moment donné aussi, t'as des gros titres, hein. T'as, t'as le NBA Jam, enfin, il y a des trucs, en arcade, tu te fais plaisir, hein. Des sacrés titres, hein. Là, à l'image, on voit Outrunners qui a été adapté sur la Genesis et au Japon sur la Mega Drive. Malheureusement, le jeu est vraiment catastrophique sur la console, c'est vraiment dommage. On n'a jamais eu un bon Outrun après le premier, je trouve, parce que la Outrun dans le futur, là, pour moi, c'est une ineptie totale. C'est comme si on jouait à F-Zero avec des voitures en carton des années 1900, ça sert à rien. Enfin bref. Et donc voilà, après pour ce qui est voilà du sondage, bah dites-moi vous dans les commentaires, hein, votre fréquence d'achat. Alors Anton, tu dis le Parodius sur NES dans ton test, il fallait sélectionner le mode manuel pour pouvoir accéder aux options de vitesse. C'est ça? Ouais, tu l'as. Il en avait. Oui, moi ça je le savais. Tu parles pour Mathieu aussi, ouais. Bah c'est comme Axelet, hein. Si vous connaissez Axelet, les gars, il y a un menu en fait qui vous permet de fixer la rapidité du trigger du vaisseau pour le déplacement dans Axelet. Et du coup, le jeu devient un peu plus simple à un moment donné, hein. Alors Turbo Outrun, bah ils sont toujours moins bien que. Sincèrement, moi Outrun, c'est tellement de nostalgie parce que il fait partie des jeux que j'ai eu sur Commodore 64, sur Master System. Je l'ai jamais eu sur Mega Drive avant très très longtemps. Je crois avant 2000. Outrun, je l'ai jamais acheté sur Mega Drive. Moi, je l'ai acheté en 2019 chez Games Mall. Et j'ai jamais voulu l'acheter en fait. Pour moi, la version Master System, elle était tellement bien que j'étais tranquille avec ça. J'ai jamais eu envie de l'acheter sur Mega Drive à Outrun. Et je crois même que la version PC Engine, bah après, bien sûr, je l'ai acheté quand j'ai eu la PC Engine, mais je l'ai acheté pareil. C'est 2022. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais ressenti le besoin d'acheter Outrun, sachant que je l'avais fait de A à Z sur Master System. Voilà. On avait 5-6 jeux, hein, sur Master System, donc ça allait très vite, hein, je vous dis. C'était pas compliqué, les jeux on les ponçait à mort. Tu te rappelles, Frank Kaufman, quand la borne Mortal Kombat 2 est arrivée dans la salle, boîte notice. Il y avait, mais tu sais, je parlais de ça en plus avec la chaîne de la dose l'autre fois là, quand on s'est vu. Et on se souvient que sur les bornes d'arcade, quand elle venait de sortir, sur le côté de la borne, à côté de l'écran, tu avais en fait une notice d'explication avec les coups pour justement apprendre aux nouveaux gamers comment jouer avec la borne. Il y avait les flèches et tout ça pour t'expliquer. Street Fighter 2, c'était pareil. Après, ils ont changé des bornes Street Fighter 2. Et ils ont fait une amélioration de l'écran, du skin aussi de la borne. Et ils ont enlevé toutes les infos comme ça. Voilà.
Alors, Outrun, pour toi, la meilleure version, c'est la PC Engine. Alors, je peux te dire qu'en ayant comparé la version Mega Drive et la version PC Engine, je les ai à l'heure actuelle chez moi, hein. J'y ai joué, j'ai beaucoup joué, j'ai même, je me suis amusé à mettre parfois le jeu l'un après l'autre pour voir vraiment, vraiment les différences. Le problème qu'il y a sur PC Engine, c'est que à l'image, il y a moins de détails. Il y a moins de détails. La version Mega Drive est beaucoup plus fournie. Euh, cela dit, cela dit, la musique est beaucoup moins bien. Après, au niveau du gameplay, en effet, le gameplay, c'est-à-dire réactivité de la voiture, tout ça, fluidité, rapidité, le 60 Hz qui aide beaucoup sur la PC Engine, on est d'accord. Maintenant, il faudrait en effet faire le test comparatif avec la version Mega Drive japonaise de Outrun. Et ça, je pense qu'après tu rentres dans les clous. Mais sur PC Engine, en fait, le problème qu'il y a, c'est que l'image, il y a moins de détails à l'écran. C'est moins net. Sur Mega Drive, c'est extrêmement bien fourni au niveau de décor. Après, la musicalité de la Mega Drive, on la connaît, c'est particulier, c'est pas symphonique. C'est ça qui reste problématique, voilà. Mais les deux sont bien, hein. Et en effet, après, Mega Drive et PC Engine, c'est deux versions qui sont excellentes, mais les gens ont tendance à préférer la version PC Engine pour le gameplay et pour la musique. Ce qui est pas négligeable dans un jeu, en effet, hein. Mais graphiquement, moi je peux vous dire que sur Mega Drive, c'est légèrement meilleur. Et c'est souvent le cas sur Mega Drive pour les jeux de même licence. Vous mettez Heavy Unit et vous mettez, par exemple, il y a un autre shoot 'em up que j'avais comparé là. Bah d'ailleurs, Matt mon rétro, tu l'avais acheté il y a pas si longtemps, on en avait parlé. Bah, toi d'ailleurs, c'est Heavy Unit d'ailleurs, c'est ça. Mais il y en a un deuxième. Mince, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il y a. Après, c'est pas ça, c'est pas un shoot 'em up, c'est Volfield. Volfield, le jeu où tu passes en fait ton vaisseau dans des labyrinthes magnétiques là, à l'écran là. Il y a d'autres jeux comme ça. Et à chaque fois, la version Mega Drive est plus fournie à l'image, mais musicalement, elle est à la ramasse quoi. Après, voilà. Salut, c'est Sama. Alors, la meilleure version d'Outrun, c'est Chase HQ. Alors, Chase HQ, le fait de le revoir, sincèrement, ça m'a foutu un. Ah, j'ai été déçu de le revoir, le Chase HQ, parce que il est plus du tout comme dans mes souvenirs de gamin. Moi, si tu veux, Chase HQ, j'y jouais en fait sur. Je le voyais en borne d'arcade. Avant de l'avoir sur Atari ST en 92, ça a mis très longtemps avant que je l'aie en fait sur Atari. Mais quand je le voyais sur borne d'arcade et que j'y jouais, parce que ça c'est un jeu en effet qui était pas cher, tu mettais 2 francs, 5 francs, tu jouais quand même 2-3 minutes, c'était sympa. Et surtout poursuivre la voiture, la faire exploser et tout, c'était vraiment sympa. Mais d'y rejouer sur PC Engine, je me suis dit mince, la version arcade elle était comme ça. Le jeu est pas beau, hein. Ah, le jeu est pas beau, hein. Franchement. Ah, et c'est ça. Y a pas d'histoire de dire ça a bien ou mal vieilli, c'est pas ça. C'est que dans mes souvenirs, il était vraiment plus beau que ça. Mais tu vois, quand j'y jouais, j'avais 11, 12, 13 ans. C'est ça le problème, c'est que. Voilà. C'est comme Opération Wolf. Hein. Opération Wolf, quand on était gamin, ce qui était kiffant, c'était le gun en métal qui vibrait quand tu tirais sur la borne. Et au final, tu regardais pas trop ce qui se passait à l'image, mais il n'y a pas grand chose à l'image au final, hein. Pas grand chose, hein. Le remix de la bande originale d'Outrun 2 est pas mal. Bah moi, si tu veux, tout ce qui s'est passé après la version PC Engine d'Outrun, moi j'ai pas, pour moi ça existe pas en fait. Après tu me diras, je suis peut-être trop extrémiste dans mes souvenirs, mais j'ai pas, si tu veux en fait, pour moi tu sais, on en parlait dans l'émission avec Resident Evil. Resident Evil 2, en fait, moi je le considère vraiment comme un remake du premier. Mais pour moi, en fait, si t'es un puriste, tu joues pas à ça en fait. Tu joues en fait à la version PS1 et tu joues pas au remake parce que graphiquement, c'est pas ça qu'ils ont fait à l'époque.
C'est facile de refaire un jeu, de refaire également des couloirs temporels où tu vas rencontrer un autre personnage qui n'était pas là avant. C'est la moindre des choses technologiquement, mais pour moi, si tu veux, la Outrun qu'ils avaient sorti sur la Xbox là à l'époque, par rapport aux autres jeux qui sortaient à l'époque, franchement, il tient pas le coup, quoi. Le jeu, il est pas mauvais, mais graphiquement, c'est en dessous de ce que t'attendais, quoi. Nous, entre potes, on voyait pas l'intérêt de sortir un nouveau Outrun, à peine mieux fait que le premier, parfois. À l'époque, t'as Ridge Racer, Gran Turismo, qu'est-ce que tu vas faire avec Outrun, quoi, je veux dire, enfin, c'est mon avis, hein, attention, hein, voilà, je suis peut-être trop vieux, hein. Fake ou pas. Alors, Volfid, mon grand frère, il jouait en arcade avec New Zealand Story. Alors, New Zealand Story, moi, c'est un de mes jeux favoris que j'aimais bien sur Atari ST parce qu'il était très beau à l'époque sur Atari, CPC, C64. C'était un très beau jeu qui s'est porté partout extrêmement bien. Un très bon petit jeu de Taito, si je me trompe pas là. Taito, à chaque fois, hein, ils ont fait des jeux vraiment extrêmement bons en arcade qui se sont facilement portés, hein, par les éditeurs tiers comme US Gold et puis Océan et d'autres, hein, je ne sais plus qui avait porté ce fameux jeu là sur, je crois que c'est US Gold et encore je suis pas sûr, mais ceux qui avaient refait les versions arcade sur Atari d'époque, c'était extrêmement bien retranscrit, hein, la version arcade, hein. Il faut savoir que ça, je pense qu'on refera une émission sur ça, parce que celle qu'on avait fait elle date un peu, mais parler des adaptations d'arcade sur ordinateur d'époque. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent pas, et c'est que en fait, vous achetiez à l'époque la licence pour adapter un Ghouls and Ghosts, mais ce n'était pas Capcom ni une autre compagnie d'un autre jeu que vous achetiez, qui faisait l'adaptation sur micro-ordinateur ou console. C'était porté par des programmeurs d'Océan, d'US Gold, Gremlin Software, il y en a plein d'autres, hein, il y en a énormément des éditeurs tiers. C'était souvent des Anglais. Alors US Gold, ce sont des Anglais, attention, hein. US Gold, c'est pas des Américains, hein. Il y avait beaucoup d'éditeurs anglais qui adaptaient les jeux et qui rachetaient les licences et qui en effet regardaient les bornes d'arcade pour réadapter en fait le jeu sur micro. Ça c'est vachement intéressant, hein, parce que c'est des performances vraiment de programmeurs extrêmement professionnels, hein, dans la façon de faire, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous montrer quelques achats que j'ai pu faire moi durant l'année. Alors c'est vrai qu'on peut regarder à la limite les quelques commentaires qu'il y avait dans ce sondage. Je pense que les gens ils avaient mis un peu voilà, leur ressenti par rapport à leurs achats. Alors Jules, il avait dit, alors est-ce que vous voyez à l'écran? Ouais, vous voyez. Je vais le mettre ça de côté. Voilà. Alors Jules, il avait dit, je vous lis ça. Ça dépend aussi du moment où on se situe. Je commence depuis peu à pouvoir acheter quelques jeux que je souhaite avoir. Pas toutes les daubes qui passent ou les jeux à la mode. Ah oui, il y a aussi les gens qui font des full sets, donc en effet, eux là, ils achètent beaucoup, hein. Euh, Pas toutes les daubes donc qui passent ou les jeux à la mode qui font triquer à la simple vue de la jaquette. Et je sais pas si vous avez regardé les promotions, les soldes récemment, les gars. Vous avez regardé ça là? Parce que moi j'appelle pas ça des promotions ou des soldes, hein. Vous allez sur des sites de vente, hein, un peu comme Pixel Art, Amazon, Limited Run, Strictly Limited Games. On appelle, c'est des soldes ça, les jeux à 45 € là, ça c'est une solde. Putain, mais c'est un truc de dingue, hein, parce que les jeux sont extrêmement chers, où il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les soldes à une époque c'était moins 50%, tout ça. Moi je vois pas de soldes, hein. Je sais pas si de votre côté, vous avez pu en effet avoir des jeux en promotion sur Amazon ou quoi, parce que même 29 € un jeu sur Amazon, pour moi c'est pas une solde. Ça, toute l'année, il y a beaucoup de jeux à 29 € sur Amazon qui baissent à 21 des fois en plein milieu d'année sans aucune raison. Donc je sais pas, moi je veux bien qu'on me parle de soldes ou etc.
Mais là, aujourd'hui, les gens qui sont allés dans les carrefours et tout ça, là, qui ont acheté des jeux, là, vous avez trouvé des bonnes affaires enfin, qu'est-ce que vous appelez une bonne affaire? C'est. C'est assez incompréhensible en fait la terminologie puis la définition que vous donnez à ce mot solde. Voilà. Alors trop cher, rien de ouf, tu dis Frank Kaufman. Space Gun, oui je connais, mais j'ai jamais joué. Aucune adaptation console, il me semble. Space Gun, il est sur Master System, c'est celui-là. C'est le même qu'il y a sur Master System ou pas, dis-moi. Ou un autre. Ah, c'est peut-être pas la version arcade, hein, en effet, ouais. Moi, sincèrement. Salut Mani, comment tu vas, ouais. Bon, en tout cas, Mani, merci pour. T'inquiète pas, hein, pour les jeux, il n'y a aucun souci. C'est de ma faute, hein, j'ai pris trop de temps à te répondre et j'aurais dû t'expliquer en fait comment j'allais faire. Mais merci en tout cas hein, pour les offres, ça. Y a pas de souci hein, pour l'explication. Alors, tu achètes pas grand chose à part Earthtion et le remake de Cage. D'accord. Taito est sur le collection volume 1 et 2. 1 sur PS2 et Xbox. Ah bah d'accord, bah je l'ai sur la. Moi j'ai les deux, le volume 1 et 2. Le volume 2 est meilleur, hein, de toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, il n'y a pas photo, ça c'est clair et net. Hein. Alors on va regarder ce qu'il en est pour la suite des commentaires par rapport à. Le gars qui a déjà 6000 jeux, c'est de l'achat pour avoir, t'en finis jamais, sauf si tu te cognes la tête contre un chiotte et que t'as une prise de conscience. Et que tu veux du coup construire une DeLorean avec un convecteur temporel. Ouais. Alors Matt, tu pensais trouver une Neo Geo en solde, mais rien de folichon. Est-ce que t'as été dans une déchetterie? Parce qu'apparemment dans les déchetteries, tu peux trouver des jeux mint. Cela compte d'acheter. Alors Romain Ducournau, il disait, voilà, cela compte d'acheter des jeux à des enfants à 6 € du matin, à 6h du matin, lors d'un vide-grenier. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte d'acheter des jeux à 6h du matin à des enfants ou des mamies? Salut Julien Chaudet, comment tu vas? Voilà. Alors Kevin, collectionneur du dimanche, il dirait qu'il a acheté moins de 50 jeux depuis un an. Moi, je vous ai dit, hein, je suis entre 50 et 80 cette année parce que j'ai commencé la 3DO et que donc également je suis sur. J'ai acheté une vidéo pack. J'ai acheté une vidéo pack 60 € aux Pays-Bas avec 11 jeux et j'ai racheté 5 jeux, 6 jeux de plus. J'ai racheté en France à des particuliers. Bon, après, sincèrement, ça va s'arrêter là parce que, à un moment donné, jouer à des jeux de basket avec des cubes, ça a ses limites. Voilà. Euh, voilà, vous avez compris le délire. J'aime bien l'histoire du jeu vidéo, mais faut pas trop pousser mes mains dans les orties. Euh, voilà, bah pas de souci, hein, Mani, t'inquiète. Hein, je te dis, c'est entièrement de ma faute pour le délai. Hein. Tu veux une Neo Geo en bois. Alors, sache qu'il y a une Atari 2600 avec du bois laqué, là, façon Range Rover break des années 70, là, tu sais, que tu vois dans les films, là. Je crois que dans le film Le Duel, il conduit une espèce de vieille bagnole avec un bois, là, devant la. Le bois, c'était le luxe. Le bois verni, c'était le luxe dans les années 70, là. Et dans les années 60, le luxe, c'était le plastique, des belles chaises en plastique, là, vous savez. Ah, les Américains avec leurs films, là. D'ailleurs, dans Poltergeist, je fais référence à la séance de minuit, Damien, là. Il s'enfuit avec je crois que je crois que c'est une espèce de break Rover ou Ford. C'est une Ford break avec laquelle il s'enfuit de la maison qui s'est fait aspirer par le néant. Dans Poltergeist, à la fin du film, là, le bois laqué, là, verni, c'est une marque de luxe.
dans la société. Comme quoi ça change, hein, comme quoi aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se rapporte au luxe aujourd'hui, les gars, au niveau des matériaux? Moi je dirais l'aluminium ou le carbone. Le carbone, c'est le luxe aujourd'hui, c'est le matériau le plus léger. Vous avez un vélo en carbone, vous êtes au top, les gars. Voilà. Si vous avez une Neo Geo en carbone, vous êtes au top. Voilà. Voilà, Duel de Steven Spielberg. Il conduit une vieille bagnole comme ça avec du bois sur le tableau de bord, je crois. Faudrait que ce soir, je vais me remater, les gars. Je me suis donné, je me suis hypé tout seul. Je vais me regarder Duel de Spielberg ce soir. Ah, je vais me le mettre là, avec un bon petit DVD à l'ancienne, sur cathodique là. L'autre fois, je me suis regardé, écoutez, vous allez rire, je me suis regardé SOS Fantôme en DVD. Le film, franchement, il est passé à une vitesse. Il est extrêmement court le film, hein. Je crois qu'il dure une heure et demie, ou il est extrêmement court ce film. Ça va à 100 à l'heure, hein. Alors, le cousin Hubert, il disait, donc sans compter les sites d'enchères en ligne au Japon. Mais si, cousin Hubert, ça compte, c'est tous tes achats. C'est tous tes achats. C'est pas est-ce que t'étais à pieds joints devant Retro Game Shop ou si t'étais sur la Lune dans une boutique fantôme ou quoi. Non, non, c'est tous tes achats sur un an. Peu importe comment tu achètes, où tu achètes, etc. Voilà, c'est ça qui compte. Alors, Joe Zentradi, il a dit il a acheté 0 € et moi je lui avais dit bravo à toi. Et Flavio, il avait dit 0 plus 0. Il achète plus de jeux. Alors, il y a des gens qui aujourd'hui achètent des linkers, Attention, hein, les Evercade, ça compte. Hein. Vous achetez un Evercade, comptez le nombre de jeux qu'il y a dessus, ça compte. Hein. Ça compte, hein. Voilà. Hein. Donc voilà. Et bah écoutez, on a lu à peu près la... Donc ça c'était la partie autour de vos achats hein, particuliers les gars durant l'année. Euh, donc ce qu'on va faire maintenant, bah on va passer à bah aux achats que moi je vais vous montrer que j'ai pu faire durant l'année. Après, libre à vous de commenter hein, si vous avez envie ou pas envie. Je vais vous mettre la capture de fenêtre. Comme ça, hop, on va mettre le chat de côté. Voilà. Hop, transition. Hop, c'est la magie. C'est la magie du direct. Hop là, voilà. Ciao les gars. Donc, bah, on va commencer par le moins intéressant. Le moins intéressant au niveau des achats cette année. Parce que c'est le dernier truc que moi j'ai acheté de mon côté. Et bah, en effet, en fait, je pense que ça intéressera vraiment que les vieux ou les gens décédés. Faut dire la vérité, hein, les gars. C'est qu'à partir du moment où, en fait, une Neo Geo en cuir, bien joué. Et si t'as une Neo Geo en cuir, je pense que t'es bon. C'est-à-dire que, voilà, la vidéo pack, les gars. Alors, ça fait partie. Satellite Attack, ça fait partie des bons petits jeux de la vidéo pack. Sachant que la vidéo pack, il y a quand même pas mal de jeux qui doivent se jouer à deux. Et si vous ne pouvez pas jouer à deux, bah vous avez plus qu'à mettre le jeu de côté, etc. Dont le fameux jeu, il y a un jeu de hockey sur glace, il y a un jeu de basket, il y a, je sais plus, il y a d'autres jeux quoi. Je vous ferai une vidéo en fait avec tous les jeux que j'ai. Je vous dis j'en ai 17-18, je sais pas. Dont certains jeux achetés 5 € hein, au final. Hein. Bah, comment ça se présente la vidéo pack? À l'intérieur, vous avez la cartouche. Voilà. La cartouche qui est posée à l'intérieur. Et puis donc, vous sortez et vous mettez dans la console. La console, c'est comme un micro-ordinateur. Il y a un clavier intégré. Et vous avez juste à appuyer sur le bouton Reset, le bouton rouge triangulaire, pour lancer en fait la console. Sors-nous un bon Half-Life en big box, mon jeu de gars. Eh, tu sais ce que je pourrais faire? C'est te montrer Half-Life. J'ai Half-Life 2 sur PC que j'avais acheté, que mon frère avait acheté, je veux dire, à sa sortie, je l'ai en fait, c'est une boîte DVD. C'est une boîte DVD. Mais j'ai Half-Life 2 en fait sur PC, j'ai gardé.
C'est des trucs que j'ai ramenés de chez mes parents parce que sinon ça partait à la poubelle. J'ai pris. Mais bref, de toute façon, après Half-Life 2, tu l'as en téléchargement comme tu veux. Et à l'intérieur, ici, alors à l'époque, Philips, ils étaient tellement malins qu'ils avaient mis la notice à l'intérieur, dans l'entrée de la boîte. Sauf que quand tu le sors à chaque fois, bah, tu abîmes la notice. Parce que ici, tu as des petits crans en fait sur les bords. Et à chaque fois, la notice, bam, tu l'abîmes. Le noir s'en va. Donc le jeu n'est pas mint, hein, bien sûr, Stéphane. T'inquiète pas. Et en fait, comment ça se passe quand vous le lancez à l'intérieur, sur la cartouche, vous avez ici les données en fait pour lancer le jeu. Vous mettez la cartouche, en fait, la console est tout le temps allumée en fait. Vous mettez la prise à il n'y a pas de bouton on-off. La console s'allume direct. Et donc vous avez des commandes à faire sur le clavier pour lancer le jeu. Voilà. Et le jeu se charge tout de suite. En une seconde, il est chargé, mais il y a une commande à faire. Et vous avez des jeux qui sont sympas. Vous avez un jeu comme Pac-Man, c'est une copie de Pac-Man. Vous avez un jeu comme qui s'appelle La Chenille. C'est Pac-Man avec une. Vous devez éviter une chenille et manger la chenille en arrivant derrière, etc. Vous avez un jeu de ski, vous avez un jeu de course de voiture comme Race. Il s'appelle Race, c'est le numéro 1 de Vidéopack. C'est un jeu en fait où vous êtes sur un tracé avec une voiture comme un défilement sur le jeu Mattel. Le jeu Mattel vendu dans les jouets clubs à l'époque. Vous avez une route, il faut éviter les voitures, c'est tout. Et vous marquez des points. Voilà. Des boîtes du futur, hein, tu as vu, mais elles sont toujours là. Hein. Elles sont toujours là. Hein, et elles sont pas cassées, elles sont jaunies, mais elles sont toujours là. Donc c'était le moins intéressant, les gars. Alors sur Mega Drive, bah vous le savez, sur Mega Drive, moi j'ai déjà toute ma collection qui est faite. J'ai absolument pas d'autres jeux en fait en vue. Et bah pour vous dire, la Mega Drive, en fait, un des derniers jeux que j'ai acheté, moi, c'est Snake Rattle and Roll. Et je savais même pas, en fait, que ce jeu était sorti sur Mega Drive. C'est-à-dire que j'ai découvert bah, qu'il était sur Mega Drive. Moi, je pensais que c'était un jeu que sur NES à une époque. Et au final, bah, c'est un de mes derniers jeux voilà, que j'ai acheté sur la Mega Drive avec ceux que j'ai acheté à République l'autre fois, Hardball. Vous savez, le jeu de baseball avec le commentateur en direct qui parle. Mais la Mega Drive, c'est fini pour moi. C'est fini, j'ai plus rien à acheter. J'aurais bien aimé avoir Samurai Spirit en japonais, mais bon, je l'ai sur Neo Geo, donc j'ai abandonné. Vu qu'il est beaucoup trop cher maintenant. À une époque, je pouvais l'avoir 35 €, j'ai abandonné. Donc ça, c'est le genre de Mega Drive. Cette année, j'ai dû acheter 5 jeux. 5 jeux en un an. 4-5 jeux. Et encore. Oui, j'ai acheté 5-6 jeux. Parce qu'en fait, j'ai acheté par exemple FIFA Soccer en version US, qui a une jaquette différente pour la collection. Et j'ai acheté Jennifer Capriati Tennis, qui est l'équivalent de la version japonaise avec d'autres personnages à l'intérieur, etc. Enfin voilà, cela dit. Alors, tu dis Paprium sur Mega Drive à 100 €. Non, j'en veux pas de Paprium. Même on me le donne, je le revends, j'en veux pas. J'en veux pas, ça m'intéresse pas. Alors, après, cette année, voilà, moi j'ai fait des achats également sur la Famicom et le disque système. C'est-à-dire que je voulais avoir le disque système, le lecteur disquette pour la Famicom, et je voulais avoir quelques jeux avec. Et j'ai pris 5-6 jeux, 5-6 jeux en disquette, mais j'ai pas pris n'importe quoi. Je me suis dit non, je veux pas le volley, le tennis, tout ça, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, je veux des jeux qui ont marqué l'histoire. Et voilà, j'ai pris par exemple Zelda 2, j'ai Zelda 1 également, Castlevania, voilà. Alors, Castlevania, il est sans notice. Castlevania, j'ai... voilà. Castlevania, en fait, j'ai juste, en fait, l'étui, la disquette, voilà, que vous voyez.
Parce que la version Notice coûte extrêmement cher. Donc voilà, ça, le schéma est vite, c'est vite réglé. C'est vite réglé. Par contre, Zelda 2, tu peux l'avoir avec la notice, complet, machin, le bordel. Et il m'a même laissé, enfin, il m'a laissé une Crystal Box d'époque, le gars qui me l'a vendu. Alors je l'ai acheté au Japon, hein. J'ai acheté ça, c'est sur eBay Japon. Et à l'intérieur, vous avez donc la disquette et vous avez la notice. C'est des notices qui sont épaisses comme ça. Et Nintendo n'a pas fait des notices pour tous les jeux en fait. À l'intérieur, vous voyez, ça se présente comme ça les disquettes Famicom. Hop. Vous avez une notice qui est équivalente à ce qui se fait également sur la version cartouche. Hein. Voilà. Et moi, en fait, voilà, j'ai pris également Doki Doki Panic. Pour ceux qui le savent, c'est le jeu qui a été pris par Nintendo pour faire Mario Bros 2 USA. Ils appellent ça comme ça en fait. Ouais. Et nous c'est Super Mario, c'est Mario Bros 2 sur la NES. Voilà. Et également voilà sur la Famicom, ce que je fais, c'est que je prends des jeux en fait, beaucoup de jeux en loose. Et parfois, bah, pour le prix du loose, tu as la version avec la boîte. Alors celui-là par exemple c'est Adventure Island, mais j'ai pas la notice, mais j'ai la cartouche à l'intérieur. Et c'est le genre de petits jeux que tu peux trouver à 15 € en fait, sur le marché japonais ou étranger, espagnol, anglais, italien, etc. Et moi j'achète dans toute l'Europe. Alors bien sûr après c'est des achats groupés. Hein. Je sais même pas si je pourrais vous l'ouvrir au niveau de... Enfin, ça change rien de toute façon. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, vous voyez. Et puis vous avez à l'intérieur la même cale que sur les Super Famicom. Voilà. Il y a un jeu qui vient du Japon avec le truc d'occasion derrière. Et si vous voulez ça, moi je fais pas de collection sur la Famicom, mais j'essaye de prendre quelques jeux en loose qui ont marqué l'histoire, à savoir que j'ai par exemple les Tortues Ninja, les Ninja Gaiden, Ninja Ryukenden, les Double Dragons, j'ai Castlevania 3 avec la puce sonore à l'intérieur, enfin j'ai des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas tout acheter, mais je vais prendre des trucs voilà, qui ont marqué l'histoire et qui sont des bons jeux pour la console quand je veux jouer à la Famicom. Et la Famicom, j'y joue sur une télé avec la prise d'antenne. Moi je modifie pas mes consoles, moi je veux pas de ça. Si je modifie mes consoles, je vais jouer avec un émulateur. Je prends pas la console, ça sert à rien. Ça m'intéresse pas. Blue Shadow. Ouais. Cage. Blue Shadow, c'est Legend of Cage, tu dis? C'est ça que tu dis, c'est de Sama? Ouais, Mario qui balance des radis. Moi, franchement, quand Mario Bros 2 est sorti, je me suis toujours dit, en fait, c'est quoi ce jeu-là? C'est pas un Mario. Je l'ai senti qu'il y avait un truc bizarre. Je me dis, c'est bizarre cette histoire-là. Le mec, c'est un agriculteur maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, dans les achats que j'ai fait cette année, il y a un truc qui est intéressant. Cage Shadow of the Ninja, d'accord. Et est-ce que ça a un rapport, Franck, avec la licence Legend of Cage qu'il y avait sur la Famicom et les ordinateurs? Je crois que c'est un jeu de Taito en plus aussi, Legend of Cage. Hein. Ouais. Et puis là, on passe à du lourd, les gars. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors déjà, vous voyez le titre hein, de la console en bas. Vous voyez? Voilà. C'est Need for Speed sur la 3DO. Il s'appelle Overdriving au Japon. Alors pourquoi j'ai acheté la version japonaise du jeu? C'est parce que tout simplement la version européenne elle coûte beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. C'est-à-dire que là pour 30 $ en fait, frais de port inclus, j'ai pu avoir le jeu. En France, c'est le Need for Speed, déjà il est introuvable. Les boîtes sont pétées de chez pété. La 3DO, c'est une console qui n'est pas zonée, faut savoir. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, par exemple, j'ai FIFA Soccer européen sur la 3DO. J'ai Demolition Man je crois que c'est la version US ou Japon. Il faudrait que je regarde Demolition Man, ce que j'ai comme version. Je m'en souviens plus.
Et j'ai Syndicate en fait que vous connaissez en version française, vendu chez Score Games, Stock Games, etc. Et, euh, et ensuite voilà, euh, Overdriving sur 3DO, c'est vraiment un très bon jeu. Meilleur que la version PS1 hein, pour ceux qui savent, hein. C'est-à-dire que on est vraiment dans une console qui vraiment, pour son époque, en 93, bah, elle est exceptionnelle. Moi de mon côté, au niveau du hardware hein, de 93, moi de mon côté, j'aurais vraiment aimé que Sony bah, ait une concurrence saine avec Panasonic. Malheureusement, ça a été plus avec Sega et la Saturn. C'était pas une concurrence saine au final parce que la PS1 était largement en avance par rapport aux éditeurs tiers hein, qui étaient proposés sur la console. Il n'y a pas eu de concurrence en fait. Quand tu vois que Namco, Squaresoft et toutes ces compagnies en fait font place à l'exclusivité sur la PlayStation de Sony, la Saturn en Europe, elle n'avait aucune chance. J'ai vu récemment en fait une vidéo où on parle de la Saturn au niveau du full set PAL. Les jeux tiennent sur un établi face environ à 2,50 m sur 2,50 m. Il n'y a pas énormément de jeux. Hein. Il n'y a pas énormément de jeux sur la Saturn en PAL. Et voilà. Et donc voilà, j'ai acheté des jeux 3DO, comme je vous ai dit cette année, je vous ferai une vidéo pour la 3DO. Faut que je fasse un peu de rush et puis que je fasse un commentaire audio pour en parler, pour donner un peu aussi envie aux gens d'acheter une 3DO, parce que la 3DO, franchement, alors la console seule actuellement au Japon, elle est autour de plus ou moins 250 euros, plus ou moins. C'est-à-dire que vous pouvez la trouver plus chère avec des jeux et moins chère, peut-être avec un câble ou pas, etc. Il faut savoir que la 3DO, pour la brancher en Europe, il vous faut un convertisseur de tension 110 volts. Comme pour la Saturn Jap, comme pour la PS1 Jap. C'est le même convertisseur de tension. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Cela dit, le plus dur pour vous ensuite pour la 3DO, ça sera de trouver des jeux. Ouais, ça sera de trouver des jeux parce que ils sont pas facilement disponibles. Moi j'ai des jeux comme Flashback, Alone in the Dark, Starblade, enfin j'ai pas mal de jeux. Mais j'ai vu que par exemple Samurai Spirit aussi j'ai. Si vous cherchez des jeux vraiment qui ont marqué l'histoire comme ceux que j'ai là, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Road Rash, Need for Speed, c'est pas facile à trouver. Hein. Faut aller les acheter sur eBay au Japon. Voilà. Alors, Anton Laléry, tu dis Adventure Island sur Famicom, la quintessence du jeu d'arcade. Il est exceptionnel. Hein. Adventure Island 1 et 2, ils sont géniaux. Hein. C'est sur PC Engine en fait, moi c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois, sur la PC Engine, c'est qu'on a une console qui te permet d'avoir des jeux hyper fun. Hyper fun. Bah voilà, Wing Commander, je l'ai en japonais. Je l'ai en japonais sur 3DO. J'ai Night Trap aussi, Night Trap. Mais sur la PS1, j'ai la version européenne française de Wing Commander, le 3 et le 4. Donc, je peux jouer à Wing Commander en version française, PAL, sans problème. Le jeu est en anglais. Il faudrait que je re-regarde, mais je crois que le jeu est sous-titré en français. C'est les acteurs anglais qui parlent. Hein. Donc, à la limite, sur la version japonaise, quand je vais le mettre, ils vont parler anglais, je pense, les acteurs. Et ensuite, ça sera sous-titré japonais. Faut que je vois. Je vais regarder ça quand je vais tester. J'ai testé beaucoup de jeux sur ma 3DO, mais j'ai pas testé en effet le Wing Commander. Voilà. Voilà. Si je crois en la 4DO, non, Panasonic, non. Déjà, ils sont pratiquement plus dans le marché de la technologie nouvelle, moderne. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas faire une concurrence à PlayStation 5, c'est mort. Et voilà, moi vous le savez, moi mon kiff en fait, c'est-à-dire que par exemple, imaginez, je vous dis, enfin, ces magazines-là ne valent pas en fait, ne valent pas la somme d'un Metal Slug Neo Geo. Voilà, on est d'accord, ça vaut pas 25 000 ou 26 000 euros. Mais si aujourd'hui on me dit, tiens, il y a un mec chez lui,
Il a toute la collection du premier au dernier des Tilt Magazine, des Génération 4, des joysticks, du 1, enfin, après, attention, joystick, moi je veux bien jusqu'à aller 94. Après, 94, ça m'intéresse plus. Tous les magazines, depuis la création, genre 83-84 des Tilt, je sais plus en quelle année ça a commencé Tilt, c'est extrêmement vieux. Mais c'est un exemple. Et chez moi, en fait, j'ai un jeu Neo Geo qui vaut, je sais pas, 3000 euros. J'en ai pas. Hein. Je vous rassure, j'en ai absolument pas. J'en ai pas. Et on me dit, t'échanges ce jeu Neo Geo contre toute la collection des Tilt Génération 4. Je le fais. Je le fais. Moi, ça, c'est mon kiff. Lire des magazines comme ça, replonger en fait dans les souvenirs des jeux quand ils allaient sortir. La pub derrière pour un jeu Atari ST d'Océan, Billy the Kid, c'est le numéro 87, février 91. Cette année, j'ai acheté beaucoup de magazines, par exemple. Salut Matspo, j'ai acheté beaucoup de magazines. Et à l'intérieur, vous voyez comment c'est. Bon, après, vous connaissez. Hein. Voilà. Vous avez les pubs pour les magasins, les tests. Voilà, on a un peu tout. Les manettes qui étaient vendues à l'époque. Les joysticks. La PC Engine, regardez, il y a une pub. Il y a une pub pour la Super Graphics et la GT. Vendue, exportée par Sodipeng dans le Tilt de février 91. Donc, dans les magazines, ils faisaient la promotion de toutes ces consoles-là. Il y a des articles énormes sur les nouvelles technologies. Le duel GT Game Gear. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est des documents d'histoire, les gars. Arrêtez d'acheter les bouquins, la Geekline, machin, je sais pas quoi. Ils vous mettent une photo, les gars. Ils vous mettent une minuscule photo, il y a 5 lignes. Ce jeu est un jeu de plateforme avec un bonhomme qui courait à droite à gauche. Et ça sert à quoi d'acheter un magazine avec... Enfin, d'acheter un bouquin avec 500 jeux à l'intérieur. Et à chaque fois, il y a 5 lignes qui vous disent... Ah, c'est un jeu de tir avec un avion qui pouvait faire ci, faire ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Au final, vous achetez un livre sur une anthologie de jeux, et à l'intérieur, vous avez très très peu d'infos, mis à part sur le hardware. Le hardware, c'est extrêmement passionnant ce qui vous sortent aujourd'hui. Il y a une pub pour un magasin, je sais pas si vous avez connu, les gars. C'est Séquence News. Je sais que Thomas de Stock Games, il a connu Séquence News. C'est un magasin à l'époque, regardez. On est en février 91. La console vient de sortir à la vente. Et ça, c'est des pubs. Attendez, comment je peux vous mettre ça? On va essayer de mettre ça ici. Faut que je vous le rapproche. Hop là. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si on voit. Il y a les prix, je vais vous le dire, hein, parce que c'est compliqué à montrer. La Neo Geo, elle sort, c'est-à-dire c'est la setlist de lancement hein, à la vente, vendue 3490 francs. Donc de toute façon, la Neo Geo, c'est de l'import. C'est une console qui n'est pas fabriquée en Europe, elle est fabriquée soit aux États-Unis, soit au Japon. Baseball Star, 1790 francs. Blues Journey, 1990 francs. Cyberleap, 1990 francs. King of the Monster, 1990 francs. Faites la conversion, hein, 2000 francs, combien ça vaut aujourd'hui, les gars? League Bowling, un jeu de bowling, hein, 1990 francs. Magician Lord, 1790 francs. NAM 75, 1790. Ninja Combat, 1990. Puzzled, 1990. C'est marrant d'ailleurs. Est-ce que c'est pas amusant cette histoire? Ils vous vendent un jeu de puzzle en fait. Voilà, on voit bien là. Ils vous vendent un jeu de puzzle au début de la Neo Geo. Et comment on finit les jeux Neo Geo en fait aujourd'hui en puzzle? On assemble des boîtes, on assemble des notices Guillemot, on assemble des jaquettes. Aujourd'hui, vous achetez un jeu Neo Geo, vous achetez un puzzle en fait. Alors, il y avait un SMIC à l'époque de 5000 francs. Et ouais.
Ouais, bah je sais plus à combien était le SMIC, je crois qu'il était à 6 000, il était entre 5 000 et 6 000 francs en 91, en effet, t'as tout à fait raison. Riding Hero 1990, donc ça fait partie des premiers jeux de la console à la vente. C'est Super Spy, le jeu en FPS, vous savez, avec l'espion qui donne des coups de couteau, là. Façon Crossword, à l'époque médiévale qui arrivait plus tard. 1990 francs. Top Player Golf, 1990 francs. On est chez Séquence News à l'époque, les gars. C'est-à-dire que Shoot Again l'avait fait, l'import sauvage, avec la Neo. Là, je sais pas si c'est de l'import officiel encore, hein, c'est pareil, hein. Location de la console, les gars, hein. On pouvait louer la Neo Geo, les gars. 169 francs, vous pouvez louer la console Neo Geo. 169 francs, apparemment. Je crois que c'était 48 heures. Mais ça, il faudrait redemander par exemple à des gens qui ont géré ces genres de location. Et location d'un jeu Neo Geo avec comment dire, pas un chèque d'acompte là, mais un chèque de caution. Chèque de caution, 80 francs. C'est-à-dire que 80 francs, c'est, on va dire, allez, c'est un quart du prix d'un jeu Game Boy à l'époque. Voilà, allez, on va faire ça comme ça. Allez, un tiers du prix d'un jeu Game Boy. Euh, et puis il y avait la PC Engine GT qui arrivait, plus un jeu, 2490 francs à l'époque, les gars. La PC Engine GT, 2490 francs. Voilà. La Game Gear qui était là. La PC Engine, vous voulez savoir combien elle était? Elle était à 1290 francs. PC Engine, 1290 francs avec un jeu. Voilà. Les jeux en teasing. Afterburner 2, 349 francs. Alice au Pays des Merveilles, 329. Batman, 349. Bomberman, 299. Et il y avait les jeux CD-ROM, etc. Et puis les jeux Amstrad CPC, enfin bref. Moi, ce que je kiffe, voilà, dans les magazines, c'est qu'il y a une part de l'époque que vous ne reverrez pas dans les livres d'aujourd'hui, qui vous montrent des photos. Là, il y a le test, les gars, hein, le test de la sortie de Shadow Dancer en février 91. Et pour ceux qui connaissent les dates, février 91, console plus, joypad n'existe pas. Il y a que, je crois qu'il y a Player One qui existe. Je crois qu'il y a quand même Player One. Il faudra revoir les dates, mais Player One, je crois qu'ils sont là. Et après, bon, moi Player One, j'ai jamais été extrêmement fan. Ça ressemblait plus à un fanzine plus. Mais après, c'était un bon magazine. Hein. Moi, je critique pas. C'était un bon magazine. Mais là, il y a le test de Shadow Dancer, les gars, à la sortie du jeu. Hein. Vous voyez, sur Mega Drive. Donc, il avait eu 18 sur 20. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais vous montrer comme test? Il montrait les salles d'arcade également. Il y a le magasin général, voilà, la publicité avec toutes les nouvelles imprimantes et les PC, tous les logiciels à l'intérieur. Ça, c'est des trucs que vous pouvez pas retrouver ailleurs. Voilà. Et puis les salles d'arcade, voilà, des photos de salles d'arcade d'époque. On attend aujourd'hui les gros bouquins, les gars, avec ces fameuses salles d'arcade dans un livre qui regrouperait les plus belles photos aujourd'hui de ces salles qu'on avait sur Paris. Ici, c'était Cisco Hit. Vous étiez une voiture de police en train de poursuivre un jeu de Jaleco, en train de poursuivre les autres. Là, on a... c'était à Amuse Expo, le temple de l'arcade, avec Jaleco et tout. Et puis, ils prenaient en photo, en fait, ils prenaient en photo les écrans de bornes d'arcade pour montrer dans les magazines les futurs jeux qui arriveraient sur console et tout. Donc après, je vais pas vous faire une émission sur Tilt Magazine, mais ça, les gars, c'est une bible. C'est une bible. Si vous voulez vous cultiver et apprendre l'histoire de jeux vidéo, c'est à travers ça. C'est Tilt Magazine, il n'y a pas mieux. Après, il y a Génération 4, mais Génération 4, c'est plus sur la micro. Il n'y a pas trop de consoles, voire pas du tout. Hein. Salut Cédric Vidal, ouais.
Ah, t'as plus la place. Et tu sais que les magazines, par contre, c'est extrêmement lourd, hein. C'est extrêmement lourd des magazines. Voilà, après, voilà, dans mes achats que j'ai pu faire cette année, je vous montre rapidement des achats que j'ai fait sur Commodore 64, parce que j'ai déjà les versions Atari ST. Alors ici, par exemple, c'est Robocop sur Commodore 64, avec le poster à l'intérieur. Il y a un poster euh, qui est présent. J'ai la version Atari ST déjà. Il y a le poster. On peut déplier. Il est extrêmement grand. Et c'est l'affiche du film, hein. Et vous avez à l'intérieur ce format cassette, en une cassette. Quand les jeux étaient en deux cassettes, vous aviez deux cassettes du coup. Voilà. Alors, celui-là, en effet, j'ai le poster, mais j'ai pas la notice. Ça rentre dans la collection, il est complet. Non, on va arrêter les conneries. Donc, ici, on a une autre compile avec la compilation Les Vainqueurs. C'est la version UK que j'ai pour ceux qui chipotent sur les éditions, parce que dans les versions ordinateur à l'époque, il y avait les versions UK, les versions FR, les versions espagnoles. Et là, regardez, on a en effet les deux cassettes pour le Commodore 64. Alors, ça, c'est des jeux que j'ai achetés cette année. Et dessus, vous aviez, regardez, voilà les jeux qu'il y avait. Voilà. Le Temple Maudit, Indiana Jones, LED Storm, Thunderblade de Sega, qui a un très très bon jeu, hein, sur Commodore 64. Virtua Racing. Non, il n'y a pas Virtua Racing. Il n'y a pas Virtua Racing, voilà. Alors, Godzilla, si t'étais pas fan de Tilt et Jotpad quand j'étais enfant, t'étais Team Console Plus. Bah, t'as connu Console Plus parce que ça arrivait après, en fait. Tilt, en fait, c'est avant. Tilt, en fait, c'est l'ancêtre de Console Plus. Et une fois que AHL a voulu faire justement un magazine pour les consoles, il a fait. Ils se sont partagés les secteurs. Tilt, c'était resté micro-ordinateur et Console Plus, c'était pour les consoles, voilà. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont arrivés sur Mega Drive qui ont été testés sur Tilt, voilà. Pourquoi le Commodore 64? Parce que vous verrez ça dans une vidéo. Bah, si t'as écouté par exemple la vidéo que j'ai fait avec la chaîne de la dose, je parle en fait de mon parcours de joueur à travers les ordis que j'ai achetés. Donc le Commodore 64, c'est mon premier ordinateur. Avant l'Atari ST, tout ça. Et j'en ai racheté un, j'en ai racheté un il y a 5 ans, un truc comme ça. Ouais. Les vieux magazines te font voyager dans le passé, bah c'est ça. C'est l'histoire du jeu vidéo. Y a pas mieux. C'est pas en regardant en fait un YouTuber qui fait une brocante que vous allez apprendre l'histoire du jeu vidéo et pourquoi une machine était sortie. Là, vous avez les previews, vous avez les photos d'arcade, vous avez les articles des journalistes qui vous parlent en fait des ordis, des machines, des jeux qui vont sortir un an plus tard. Enfin, c'est une mine. Et parfois, en fait, vous avez des moments où les journalistes en fait essayent de comprendre quel jeu en fait va sortir, pourquoi il sort pas, est-ce que c'est possible de le faire, on se pose des questions, il y a des débats et tout. Et dans les tests en fait, les tests ils faisaient souvent les tests des jeux avant qu'ils arrivent, parce que sur Atari ST, Amiga, il y avait ce trafic de disquettes pirates même pour les journalistes. Donc nous, quand on allait au magasin et que le jeu arrivait en France, on avait déjà le test du jeu et ça c'était génial. Enfin bref, voilà. Je vais pas faire mon vieux AHL, mais. Et oui, là, les magazines, c'était mieux avant. Bah, aujourd'hui, vous allez à la librairie voir des magazines. Ils parlent justement de ces magazines d'époque sans mettre toutes les infos qui sont pas possibles. Là, c'est des magazines à l'époque qui avaient 160 pages, 200 pages. Des fois le magazine. Joystick, il y avait 350 pages à l'intérieur, dont peut-être 30 pages de pub, c'est vrai. Mais la mine d'informations qu'il y avait dedans, je veux dire, aujourd'hui, si tu es fan de rétro gaming, tu dois acheter des magazines. Tu peux pas acheter un jeu sans comprendre. Tu peux pas acheter un jeu sans comprendre ce que c'est, d'où il vient, pourquoi il est là, et quand il est sorti. Tu peux pas. Tu n'as pas le droit de parler d'un jeu en fait si jamais tu sais pas d'où il vient le jeu. Arrête. Enfin, je veux dire, on va pas faire le procès des gens qui disent il est beau, il est complet, ça rentre dans la collection et puis la caméra elle s'éteint. On va pas faire le procès de ces gens-là une nouvelle fois, mais moi je trouve ça dramatique.
T'achètes une Ferrari, tu sais pas ce que t'as entre les mains, et vas-y, change de métier. Voilà. On jouait à Saboteur sur C64. Ils l'ont acheté 60. Ils l'ont appelé Commodore 64 parce qu'il a 60 kilobytes de mémoire. C'est la mémoire en fait, c'est tout. Si tu veux, la PS5, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, hein, j'en sais rien. Je sais même pas comment on pourra l'appeler. À la limite, tu peux l'appeler par rapport à la résolution de l'image, si tu veux. La PS4K, tu pourrais l'appeler, mais ça n'a aucun rapport avec la mémoire vive, ça n'a aucun rapport. Ouais. Euh, les magasins sont assez vagues dans les explications, Cédric Vidal. Bah alors, va faire un tour du côté de chez Vincent à Dragon Games, tu vas faire un tour du côté de chez Full Set, discuter s'il a le temps avec David. David, qui est l'ancien associé de Thomas de Stock Games, qui était à Jussieu. Il a commencé stagiaire, tout ça. C'est des gens qui connaissent l'histoire du jeu vidéo. Hein. Après, je te demande pas d'aller chez Trader et de poser des questions d'information à ces gens-là, parce que on en a parlé avec des personnes il n'y a pas si longtemps, et il y a un côté très distant de ces gens maintenant aujourd'hui. Ils sont plus là pour faire du chiffre que de parler passion en fait. C'est c'est un instinct de survie en fait pour eux de faire du chiffre en fait. Ils sont plus là pour informer les gens ou quoi. C'est compliqué. Et puis en même temps, quand tu prends des stagiaires qui ont commencé les jeux vidéo à l'époque de la PS2, faut pas s'attendre à ce que les mecs te racontent l'histoire de la Famicom ou de la, Super, ou de la Game Gear. Hein. C'est compliqué pour eux. Hein. Ah, oui, je l'ai vu le jeu, apparemment il est bien, je l'ai vu sur YouTube. Le vendeur va te répéter ce que toi tu as vu sur YouTube. Après, si toi t'achètes le jeu pour la boîte, genre t'achètes Snake Rattle and Roll parce que la jaquette il y a un serpent et que t'aimes bien les serpents, ça s'arrête là. Voilà, t'as pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la cartouche. Hein, mais enfin, bon, vous avez compris l'histoire. Et durant cette année également, voilà, il y a un autre jeu parmi d'autres que j'ai acheté sur la Super Famicom, c'est Solstice 2. Voilà. Pour ceux qui connaissent Equinox. Et donc voilà, sur la Super Nintendo, hein. Ça c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Et moi, en fait, je voulais la version Super Famicom, c'est-à-dire que j'ai la version en loose sur la PAL. Et pour la collecte et puis également la version 60 Hz, voilà, bah, c'est vraiment plus sympa de pouvoir y jouer. Après, bien sûr, comme c'est en japonais, bah, faut mettre le téléphone s'il y a du texte à certains moments. Mais ça, c'est un très bon jeu. Et moi, j'avais découvert la première partie du jeu, en fait, le premier épisode sur la NES. Et j'avais adoré. Donc, après, la vue isométrique, ça peut dérouter les gens, mais ça fait partie de mes achats récents sur la dernière année, voilà, Solstice. Après, je ne veux pas en parler forcément longtemps, vu que j'ai passé beaucoup de temps à parler des autres. Et il y a un jeu, voilà, que si vous aimez Resident Evil, les gars, peut-être vous ne connaissez pas. Alors, c'est un jeu qui coûte, je crois qu'il coûte très cher sur la Saturn. Je l'ai encore sur PS2. C'est un jeu qui coûte 5 balles, 10 balles, voilà. Et j'avais pris Cold Fear sur la Xbox première du nom. Bah, tout simplement parce que sur la Xbox, le jeu il est en 480p. Et l'image est plus belle sur la Xbox. Donc j'avais envie de le faire sur la Xbox, le Cold Fear, pour ceux qui connaissent. Et c'est un Resident Evil en fait en mer. Alors c'est pas un jeu du niveau, attention, hein. C'est un mélange de Alone in the Dark et de Resident Evil, voilà. Mais ça reste un bon jeu. Hein. Alors moi à l'époque sur PS2, j'ai ma sauvegarde d'époque encore. C'est comme je disais dans le live de Damien, la séance de minuit, Code Veronica, à l'époque, avant justement j'arrête de jouer un peu à la PS2 à l'époque, j'avais pas terminé Code Veronica et j'étais à plus que 2 tiers du jeu et j'ai toujours ma sauvegarde. Comparé à Gran Turismo 3, bah, que j'avais revendu avec ma première PS2, que j'avais revendu j'avais revendu après avoir fini Gran Turismo 3, je crois en plus, c'est ça. Et du coup, j'ai plus mes sauvegardes. Et quand je rachète une PS2 en 2004,
Je repars de zéro avec des d'autres memory cards, tout ça. Mais j'ai encore ma memory card de Code Veronica. Faudrait que je le termine sur la PS2. Et Cold Fear, c'est pareil. Cold Fear, il est exceptionnellement bien réussi, je trouve, hein, pour un jeu qui est pas une grosse licence. Si vous l'avez pas, les gars, écoutez, hein, un jeu d'Ubisoft, si je me trompe pas, c'est ceux qui avaient fait également. Je sais pas si c'est les mêmes programmeurs, mais c'est ceux qui ont fait, je crois, qui ont travaillé avec Splinter Cell. Dites-moi si je me trompe, hein, mais j'aimerais bien avoir le nom des programmeurs qui avaient bossé sur cette version-là. Mais faudrait que je regarde, faudrait que je fasse une petite enquête sur ça parce que le jeu est très beau, très bien réussi. Voilà. Alors, Flay, salut. Alors, les jeux Xbox 1, ça vaut carrément le coup d'en acheter avec la Xbox Series pour avoir. C'est ça, c'est ça. La résolution, c'est pour ça qu'en fait, moi, la version PS2, je l'ai depuis que j'avais la PS2 déjà. Ça fait. 20, ça fait extrêmement longtemps. J'arrive même pas à calculer au niveau des dates là. 22 ans. Ça fait 22 ans que j'avais récupéré la. En 21, 20 ans. Non, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'avais racheté une deuxième PS2 en 2004. Mais Cold Fear, non, je cherche la date de Cold Fear. Je sais plus quand je l'ai acheté Cold Fear. C'est vraiment. Faut pas chercher à midi et 14h, là, c'est trop compliqué là. Il y a un jeu que j'ai pris au mois de décembre. Et je parlais déjà avec Edge en vocal depuis le mois de septembre, je crois, on discutait, tout ça. Et puis moi je suis abonné à son site et je trouvais plus mes mots de passe. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais quand même regarder les trucs qu'il a à vendre et tout, parce que moi je suis pas trop acheteur de jeux, carte mode, tout ça. Mais il y a un jeu que je cherchais. C'était en rupture de stock en Espagne. Et Star Fox 2, en fait, moi je le voulais en fait pour la console, pour y jouer en physique. Je me suis pas mis à le chercher en fait au moment où il est sorti sur la Super NES Mini. Et j'aurais dû, parce qu'en fait, en Espagne, ils ont fait des copies en carte mode justement de ce Star Fox 2. Et elles sont toutes parties. Elles étaient vendues vraiment pas cher, hein. Je crois qu'elles étaient vendues 45 euros en Espagne. Après, il y avait les frais de port, c'était 15 balles, 18 balles. Les frais de port, ça faisait chier. Mais donc là écoute, j'en avais profité pour prendre Star Fox 2 sur la Super Nintendo. En version carte mode, du coup. Et ça fait partie de mes achats sur Super NES de cette année. Et des petits achats que j'ai pu faire cette année sur la Super NES parmi d'autres. Et moi je suis très content voilà, de l'avoir. Et franchement c'est la boîte, on dirait exactement celle qui était vendue à l'époque hein, du côté de Nintendo. La cale, la confection et tout, c'est très propre, c'est extrêmement bien ressemblant à ce qui est fait d'origine. Bien sûr, après, les gens trouveront toujours des choses différentes par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais Star Fox 2, c'est une exclusivité en fait de la Super NES Mini et je trouvais dommage de ne pas pouvoir y jouer sur une vraie console. Donc au final, là, je peux y jouer sur une vraie console et sur un cathodique et ça me convient. Sinon, voilà, pour terminer, voilà, je vous montre quelques achats que j'ai fait cette année. Celui-là, je vous l'avais déjà montré, hein, je vous l'avais déjà montré il n'y a pas si longtemps. J'avais pris Forbidden Siren. C'est un jeu d'horreur que j'avais pas fait et justement je vais le découvrir prochainement, mais j'en avais déjà parlé. Mais ce que je voulais, moi, surtout, c'était les versions 60 Hz de certains jeux, dont GTA San Andreas, God of War, Metal Slug sur la PS2. Et chose faite, voilà. J'avais pris à l'époque Metal Slug Anthology sur la PS2 en 60 Hz parce que moi je veux pas y jouer en 50, même si peut-être attention sur la version 50 on peut choisir 50 ou 60 Hz, c'est possible. Cela dit, elle est trop chère, donc de toute façon j'aurais pris la version Jap, hein, voilà. Je vous conseille pas d'acheter, attention, la version Wii qui est catastrophique. La version Wii elle est catastrophique, pourquoi? Parce que ça vous donne des crampes à la main, le nunchuk là quand vous envoyez les bombes pour tirer, c'est injouable. C'est à un moment, au bout de 3 niveaux, vous avez mal aux mains, c'est catastrophique, donc autant y jouer sur PS2 tranquille. Le framerate est meilleur en plus sur la PS2.
Voilà. Et puis le God of War en 60 Hz, japonais. J'ai fait ça pour... faites ça les gars pour les Onimusha. Faites ça pour les Devil May Cry. Le San Andreas, ouais, c'est plus ou moins utile, mais bon, voilà, les voitures, elles vont déjà pas exceptionnellement vite, mais bon, ça accélère un peu le jeu. Mais tout ce qui est action plateforme en 3D, dont les Castlevania également, faites-les en 60 Hz. Onimusha, God of War, faites-les en 60 Hz, les gars, faites-les en 60 Hz. Et dans les versions, alors là, par exemple, ici, euh, et ça, en fait, si vous êtes collectionneur, en général, les versions japonaises, pour 10 balles ou 15 balles, vous avez les conneries là, à l'intérieur là, de Register 4, pas si, de Capcom, j'allais dire de Capcom. Si. Vous avez des Register 4 à la con, en fait, de plusieurs compagnies. Euh, et si vous voulez, les versions Devil May Cry, même au Japon, il y a la version 3 spéciale, qui est encore différente du 3 normal sorti. Et Silent Hill, c'est pareil. Silent Hill, si vous les avez en japonais, c'est sympa aussi au niveau de la rapidité de l'aventure. En même temps, vous me direz, Silent Hill, c'est pas forcément le thème, la rapidité, la fluidité. Mais God of War 1 et 2, voilà, en japonais. Comme Gran Turismo, hein. Gran Turismo 2, les gars, prenez-le en japonais. Même s'il est optimisé, attention, hein, en version PAL, le jeu a été optimisé et il répond extrêmement bien, et il a une vitesse équivalente à la version japonaise. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux de voiture. Ridge Racer, c'est une catastrophe en version PAL. Hein. Tekken Tag en PAL, c'est catastrophique, c'est pareil. Hein. Achetez-le en version Jap. Dead or Alive, ils ont fait des efforts, c'est pas mal. Donc voilà, après, voilà, je vous ai montré quelques achats, le genre d'achat que je peux faire, voilà, et que j'ai fait cette année, sachant que moi j'ai dépassé les 50, comme je vous l'ai dit, parce que tout simplement, bah, j'ai fait de la 3DO, j'ai fait de la vidéo pack avec un début de console et j'ai pris des jeux en groupe, voilà. Alors, Godzilla, si t'avais la version PAL de Metal Slug Anthology, il n'y avait pas de version 60 Hz. Ah bah tu vois, elle y est pas. Mais de toute façon, elle est trop chère. Elle est trop chère, donc moi, c'est ça le problème. C'est que, de toute façon, déjà, je vais pas mettre 80 € dans une anthologie. C'est. Metal Slug, en fait, moi, c'est des jeux que j'ai fait en pirate. Je les ai engravés si je veux y jouer, voilà. Et sans la collection, il n'y a pas de souci. Maintenant, avoir un original, c'est sympa pour la collecte. Mais je vais pas mettre 80 € là-dedans, tu vois, non, faut pas déconner. C'est bon, là je crois que j'ai 25 euros. 25 €, bon, c'est correct. Et- attends, il n'y a pas de poster. Et après, il y a une notice. Vous avez une notice à l'intérieur avec tous les jeux. Mais il n'y a pas de poster. Par contre, GTA San Andreas, les gars, à l'intérieur, il y a un poster. Il y a des versions japonaises qui diffèrent. Par exemple, j'ai acheté une NBA Live 2002 chez Full Set il n'y a pas si longtemps, chez Bruno et David, les deux gérants de la boutique. NBA Live 2002, il est très très bon, le jeu de basket sur PS2. Et tu as Michael Jordan, en fait, sur la jaquette, au Washington Wizards. C'est une exclusivité de NBA Live au Japon. Et c'est un jeu qui vaut rien, c'est un jeu à 5 balles. Mais le gameplay est bon. Et par rapport à NBA 2K à l'époque, NBA Live, le 2002 sur PS2, il était pas mal. Il était pas mal. Après, ça s'est dégradé vraiment, hein, la concurrence. NBA 2K a explosé ce qui se faisait sur la PS2 quand ils sont arrivés, je crois, en 2003. Je crois que le premier NBA Live c'est 2003, comme NFL 2K3, tout ça. Après, je m'excuse hein, pour les dates, hein, pour les puristes. Voilà. Bah, c'est ça, Flay, ça vaut moins cher en japonais. La meilleure version de Slug Anthology, c'est sur Wii. New Tech. Bah, en fait, moi, je te disais que non, en fait. Parce que le framerate, il est catastrophique. Et le nunchuk, il te nique la main. Après, attention, tu peux jouer sans le nunchuk. Tu peux. Mais moi sincèrement, je peux pas. New Tech City, non, je peux pas. Je l'avais, hein, je l'ai revendu. Hein. Je l'ai revendu. Je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté 25 balles, je l'ai revendu 35 €, mais après, avec la commission de Rakuten, c'était revenu au même prix que je l'avais acheté.
J'avais gagné 28 euros, je sais pas quoi. Non, mais je pouvais pas jouer à ça. Non. Il fait trop mal aux mains. Et l'image, elle est. Tu peux régler en fait la taille de l'écran et tout. Mais par défaut, en fait, l'espèce de 4 tiers bizarre là, je sais pas comment ils appelaient ça dans la version Wii là, c'est dégueulasse. Enfin, je suis désolé, mais ouais, j'ai pas aimé. Voilà. Bah, sur bah, tu sais qu'en plus, sur la Wii, il n'y a pas la version corrigée hein, du 2 avec le framerate amélioré. Je sais pas sur quelle console ils ont sorti en fait ce Metal Slug 2 avec le framerate corrigé, comme si c'était une nouvelle version. C'est peut-être sur le. Je sais pas. Je me suis jamais intéressé à ça, tu vois. Mais apparemment, il y a une version qui a été améliorée. Je sais pas si c'est sur la version unique sur PS2 ou justement tu as plusieurs versions de Metal Slug 2. Mais là, je m'embarque sur des trucs là, je suis pas. Voilà. Ouais, tu confonds le framerate de la version PS2 PAL avec. Oui, la version PAL, voilà. Moi j'ai la version japonaise, c'est ça en fait que je te dis, voilà. Et j'ai pas voulu acheter la version PAL parce que sur Wii déjà c'est en PAL, on est d'accord. Et sur PS2 c'est en PAL, c'est ça, c'est exactement ça. Donc moi je voulais un jeu qui était quand même assez nerveux, mais il y a des ralentissements hein, sur le 2. Le 2 il ralentit. Hein. Sur la Neo Geo, le 2 ralentit déjà aussi, hein, c'est par défaut. Hein. Donc ils ont refait la même version au final, hein, tu vois. Mais je sais qu'il y a une version de Metal Slug 2 qui est sortie, qui a été corrigée. Je sais plus sur quelle console ou quel format. Et c'est ce que on m'avait rapporté. Mais voilà. Voilà. Bah oui, sur Wii, c'est plein écran, bien sûr. Tu peux mettre. Non, il y a les bords. Il y a les bords. En fait, tu peux tricher en agrandissant ton écran. Mais il y a les bords, hein. Il y a les bords quand même. Hein. Rejouis-y peut-être tes souvenirs. Moi, je l'avais il y a pas plus tard que l'été dernier, en fait. Voilà. Contrairement à la version. Alors attends, je vois pas ce qu'il y a marqué. Euh, Donc en PAL, il propose la version 60 Hz. Bon, écoute, mais graphiquement, regarde l'image, elle est hyper floue, elle est dégueulasse sur la Wii. Moi, franchement, j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas aimé du tout. Bref. Enfin voilà les gars. Bah écoutez les gars, hein, sur ce, hein, on va se laisser. Hein. Je vous ai montré quelques achats durant l'année. Après, n'hésitez pas à faire des vidéos pour vous montrer un peu ce que vous achetez durant l'année, pas forcément ce que vous avez acheté récemment. Et puis, bah écoutez, hein, je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, ciao à tous, et puis merci d'être passé dans le chat. Hein. Allez, bye.